96.5. Fraternité FM, le dynamisme d'une équipe jeune à Vassel. J'aime mon pays, le Bénin. Tout est bien. Nous sommes vraiment bien. On est passé du changement à la refondation. Et aujourd'hui, on soutient 8 millions de Béninois. Nous sommes 8 millions de Saint-Thomas. Attendre de voir avant de croire. Il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du trou. C'est le dernier rappel du vol Africa. C'est le dernier rappel. 8 millions de Béninois. Nous sommes 8 millions de Saint-Thomas. Attendre de voir avant de croire. 8 millions de doléances dans les mains du docteur Croissance. Mais la croissance rime avec patience. Oh mon peuple, Djessourou. Attends un peu. Hérodou, Hérodou, yeah. Djessourou, Djessourou. Bonjour à chacun, bonjour à tous, bienvenue dans Terminus, la troisième et dernière partie du grand direct de l'information sur votre radio. Ce lundi, nous sommes le 23 juin de l'an 2025, il est 9h et comme chaque matin, c'est un plaisir d'être avec vous pour cette émission de proximité, émission interactive ouverte à vos réactions et surtout ancrée dans la vie réelle de nos communautés. À quelques jours de la fin de l'année scolaire prévue pour le 27 juin, nous nous intéressons ce lundi matin à ce qui se passe concrètement dans nos écoles primaires publiques, comment enseignants, élèves et parents vivent cette dernière ligne droite et surtout comment bien aborder les vacances scolaires pour en faire un moment utile, reposant mais aussi constructif. De croissance, mais la croissance rime avec patience. Oh mon peuple, Djessourou. Attends un peu. Hérodou, Hérodou, yeah. Djessourou, Djessourou. Hérodou, Hérodou. Encore un peu. Djessourou. Le bon Dieu n'a pas créé le monde en un seul jour. Et puis, ce sera aussi l'occasion de faire un bilan syndical de l'année scolaire. Quelles ont été les principales revendications, les avancées, les difficultés rencontrées dans le secteur éducatif. Et pour en parler, nous recevons ce matin Arthur Akrombessi. On ne le présente plus. Il est instituteur dans une école de la place et responsable syndical. Il est SG national au sein du SINERC. C'est bien cela. Il va nous donner plus de détails tout à l'heure et nous partagera son regard d'acteur de terrain. Restez des nôtres pour suivre tout ceci. Radio Fraternité 96.5. Avant de recevoir notre invité qui est déjà confortablement installé dans ce studio, vous le savez, la traditionnelle rubrique la une des journaux en nouvelle diffusion dans cette émission et on va démarrer par Fraternité, le quotidien qui nous donne à lire ce matin, premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Un accord Bénin-Nigeria pour montrer l'exemple. Drame à la suite de trafic d'essence à Adiawara. Les populations continuent de jouer avec le feu, écrit en titre le quotidien de Ménontin qui cède sa place au quotidien Les 4 vérités, audience publique en prélude au débat d'orientation budgétaire. Une réforme du président Vlavonou saluée. Cour constitutionnelle, hospice Wenou Dedravo, élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite du Bénin. Matin libre nous donne à lire ce matin réajustement de la réforme sur la décentralisation. Talon tombe dans le piège des maires. Réforme de l'enseignement et de la formation professionnelle. Une réforme davantage spectaculaire que pragmatique, croit savoir Matin libre. Matin libre qui cède sa place à Dynamisme Info. Désignation de son duo candidat pour la présidentielle.
que cache la sorte de pression du gouvernement au parti LD. Grosse interrogation à la une du quotidien Dynamisme Info, qui donne également à lire déclaration de candidature à la présidentielle 2026, le mérite de l'action de Daniel Eda, là où ça hésite. Dabarou, paraissant sur place à Parakou, nous donne à lire animation de la vie politique au Bénin 2026 entre le BR et l'UPR, fait qui penchera le parti, le libéral. C'est une interrogation. Poursuite de 2 agents pour détournement de fonds à la mairie de Parakou, le SE Hyacinthe Elegbede rigoureux comme talon. La nation. Reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants, les députés modifient la loi, réforme de la décentralisation, les innovations expliquées dans les colonnes du quotidien La Nation. La Nation qui cède sa place au quotidien Le Télégramme, crise PRD-UP, Gracien Aromenou, suspendu de l'Union progressiste, le renouveau. Lycées et collèges techniques au Bénin, un conseil d'administration et conseil de gestion créé dans les établissements publics, nous informe Le Télégramme qui cède sa place au quotidien Le Potentiel, question orale sur les salaires des membres du gouvernement et des institutions de la République. Rachid Igbadamassi relève une inculture parlementaire des députés LD. On va poursuivre et cette fois avec un décryptage info qui décrypte en titre élection présidentielle de 2026. Léandre Rumbedi rompt le silence sur le candidat de la mouvance. Suite aux attaques terroristes meurtrières dans le nord du Bénin, Auguste Zinsou Baguidi, au chevet des enfants, des militaires décédés, écrit en titre décryptage info. Et ce sera tout pour cette nouvelle livraison des canards parus et parvenue à notre rédaction. L'actualité telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite. Une petite pause et on reçoit Arthur Akombessi. Mais beaucoup caca, bidi ça bobion dans ton coin. Alors y est ton lait poète au bas. Y habite ton lait manoussa. Oh ya mi ou ton ville ton fla. Nous doudouni tout cla. Bado y kwe, gali y kwe. Ayivi y kwe. Retour en studio avec notre invité du jour, l'invité du lundi, Arthur Akombessi. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, merci à vous et le plaisir partagé. Et comment allez-vous? Oui, ça va, on remercie Dieu. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de l'année scolaire. Dans les établissements scolaires publics, il y a encore des activités qui se mènent puisque vous venez juste de votre classe et pour vous rendre ici en studio. Dites-nous, qu'est-ce qui se fait concrètement dans les écoles primaires publiques actuellement? Et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Actuellement, nous sommes toujours dans les classes parce que le calendrier scolaire n'est pas encore terminé. Ah oui. Ce n'est pas encore la fin de l'année scolaire parce que le calendrier scolaire fixe la date du départ pour les vacances le 27 juillet. D'accord, dans quelques jours. Dans quelques jours. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette semaine, nous sommes dans les derniers réglages parce que avant les examens du CEP, et nous avons procédé aux évaluations. Oui. Et les copies, tout ça là, c'est déjà corrigé. Donc, il faut faire les derniers réglages pour pouvoir rendre les copies, les bulletins, les résultats aux enfants et aux parents. Donc, actuellement, c'est ce qui se passe dans les écoles. Et ceci, normalement, également, les écoles privées devraient respecter également ce calendrier. Mais bon, on constate que certains ont déjà libéré les enfants, mais je crois que même dans ces écoles, il y a au moins le personnel enseignant qui est là pour toujours faire un dernier réglage. D'accord, mais ce constat que vous venez de révéler, le fait que les apprenants désertent très tôt les écoles avant même la date prévue pour le départ en vacances, est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que ça ne perturbe pas vos activités? En réalité, et soyons pragmatiques, oui. Qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui avec les enfants? Disons-nous la vérité, parce que d'abord, il y a le climat qui empêche la pluie et autres, et étant donné que nous avons fini avec les différentes matières, les différents cours que nous enseignons avec les enfants, vous allez voir qu'un peu partout, quand les grands frères qui sont au CM2 finissent déjà et disons qu'ils sont libres, aussitôt les petits frères, peut-être que c'est les grands frères qui les accompagnent,
eux aussi se disent, bon, étant donné que celui qui m'accompagne n'est plus là, ou bien il y a plus grand chose à faire, moi-même je reste à la maison. Et vous allez voir, même s'ils sont dans les écoles, et ils désertent un peu, ou bien vous allez les voir dans les cours, dans la cour de l'école, malgré la pression des enseignants pour pouvoir les recadrer afin de rester dans les classes. L'esprit est déjà en vacances. Bon, c'est comme vous et moi, hein, en notre temps aussi, déjà à une semaine de la fin de l'année, bon, tout cela, on est fatigué. On est pressé. On est pressé de se libérer et puis c'est l'amusement partout. D'accord, mais ces apprenants-là, ces écoliers qui échappent à ces dernières notions qui sont données dans les classes, au dernier réglage, comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils ne perdent pas quelque chose? Est-ce que ça ne va pas les rattraper les années prochaines? Non, en réalité, nous ne faisons plus les cours, les apprentissages systématiques. Okay. Nous ne faisons plus ça. C'est des réglages au niveau de l'administration. Okay. Au niveau de l'administration, où si les enfants étaient présents, on procède à des corrections de quelques épreuves, des notions, ou bien on leur donne quelques conseils sur la manière dont ces enfants vont passer leur temps de vacances pour à l'année scolaire prochaine, qu'ils ne perdent pas trop. Donc en réalité, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas des cours systématiques que nous faisons. D'accord. Moi, j'ai échangé avec un observateur qui a dit, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire partie les écoliers en vacances avant même que l'examen du CEP, qui est le tout premier examen national de fin d'année, ne démarre? Est-ce que c'est pas bien de libérer les écoliers, les élèves en général, avant de démarrer la vague d'examens que nous composons? En réalité, nous ne pouvons pas libérer les enfants parce que si nous libérons les enfants, ça veut dire que le calendrier scolaire n'est pas respecté. Oui, justement, est-ce que le calendrier scolaire ne peut pas être ajusté pour que désormais... C'est partout dans la sous-région où l'année scolaire doit compte un certain nombre de semaines. Okay. Un certain nombre de jours. Donc, dans cette optique, nous ne pouvons pas déjà dire, comme il y a les examens, comme il y a ci et ça, nous allons libérer les enfants. Parce que qu'on veuille ou pas, il y a des écoles qui ont été perturbées, où les cours ont été perturbés. Si je suis certain que si vous allez dans ces écoles-là, peut-être que les gens sont en train de donner encore quelques notions aux enfants pour que les enfants ne puissent pas tout perdre à la rentrée prochaine. Pour boucler le programme. Donc, réellement, nous devons répondre présent afin non seulement respecter l'autorité à travers l'arrêté qui régit le calendrier de l'année scolaire, mais aussi nous-mêmes soyons conscients du travail que nous faisons, ça qui fait que tous autant que nous sommes, vous allez voir que les enseignants sont dans les écoles, à part ceux qui sont pris pour les différents travaux. Ça veut dire peut-être qu'il faut lancer un appel aux parents qui doivent peut-être obliger les enfants à se rendre à l'école dans cette période-là qui n'est pas moins cruciale. En réalité, c'est les parents qui sont fatigués de réveiller les enfants le matin pour dire, bon, allez-y à l'école, bon, il y a petit déjeuner, il y a ci, il y a ça. Et surtout que nous sommes en période de pluie, les parents profitent de la présence des enfants à la maison pour que ces enfants puissent les aider dans les champs. Donc ça fait que on constate que il y a ce repli à la maison où les parents ne veulent pas libérer les enfants. Mais laissez tranquille plutôt. Vous allez voir que à peine un mois passé à la maison, les parents vont commencer par crier. Les classes ont qu'à recommencer pour que nous puissions nous débarrasser de vous parce que... Donc les parents qui sont pressés que les enfants viennent à la maison seront tout de suite fatigués de leur présence à la maison. Ils seront tout de suite fatigués parce que non seulement quand les enfants sont en vacances, ils mangent beaucoup, ils vous créent beaucoup de dépenses parce que si c'est la télé, la télé est allumée du matin au soir, les loisirs, il faut crier, ça bloque les parents parfois dans leurs déplacements. C'est une évidence. Donc, ils sont encore pressés de se débarrasser de ces enfants-là pour qu'ils aillent dans les classes. Pour qu'ils retournent voir les enseignants à l'école. Quand tu les vois en cette période, ils vont te dire vraiment, je vais m'exprimer en fond, vraiment, merci, ça veut dire quoi en français? Bon, ça veut dire, vraiment, chers enseignants, vous faites beaucoup pour nous, hein. Quelque temps que les enfants ont passé avec nous, on est déjà fatigués, hein. Reprenez vite pour qu'on vous envoie aux enfants. Retourne. D'accord. Puisque vous évoquez assez les vacances, on peut le dire, c'est vrai, ce n'est pas encore officiellement le démarrage donc de ces vacances-là, mais on peut sentir déjà la fièvre des vacances et on prépare déjà psychologiquement, que ce soit les apprenants ou même les parents à bien aborder ces vacances. Justement, dites-nous, à Combessis, vous êtes acteur du système éducatif, vous êtes responsable syndical, vous êtes instituteur, comment un apprenant doit-il aborder les vacances pour mieux en profiter? Bon, cette réponse va s'adresser surtout aux parents. D'accord. Ce n'est pas aux apprenants parce que la plupart des enfants aujourd'hui sont très peu conscients. Très peu. Mais ça va s'adresser aux parents. Les parents doivent ménager
leur programme pour que non seulement l'enfant ne soit pas laissé au loisir, mais également avoir toujours des documents à portée de main. Surtout les enfants. Bon, je voulais dire les enfants qui passent en classe supérieure, mais c'est tout le monde. Parce que si tu as redoublé, c'est parce que des notions t'ont manqué. Mais si tu passes en classe supérieure, ça veut dire que tu dois avoir de nouvelles notions. Donc, déjà, rentrer en contact avec les enseignants, si possible. Voir, bon, mon enfant, déjà dans les bulletins, on mentionne ce qui ne va pas au niveau de l'enfant. Oui. Donc, si déjà le parent peut se rapprocher de l'enfant, mon enfant a des difficultés dans telle matière. C'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous, on va leur donner des conseils pour que les documents soient toujours à portée des mains des enfants. Et je conseille toujours aux enfants, aux parents plutôt, des enfants qui sont de CI jusqu'au CM2 si possible, s'il faut tous les jours donner un paragraphe à recopier comme copie à l'enfant, ça serait merveilleux. Et des petites opérations. Ça paraît banal, mais ça pourrait apporter beaucoup à l'enfant. Ce n'est même pas que ça pourrait apporter, ça apporte beaucoup à l'enfant, puisque vous allez voir qu'il y a une amélioration systématique de la copie ou de l'écriture de l'enfant. D'aucuns vous diront que c'est les vacances et il faut que les enfants, eh bien, ils se reposent. Bon, les enfants vont se reposer. Mais s'ils se reposent à 100% à la reprise, là, ça veut dire que le travail va reprendre à partir de peut-être 50%. Alors que si l'enfant est toujours en contact, quelles que soient les préoccupations de la maison, si l'enfant est en contact avec le document, ce qui est sûr, ça apporte toujours quelque chose à l'enfant. Ça veut dire qu'il ne faut pas ranger aux oubliettes. Donc, on ne doit pas ranger. Et moi-même, personnellement, j'ai déjà commencé par le faire à la maison avec mes enfants. Des documents qui sont déjà utilisés. Bon, c'est toujours avec les enfants, ils feuillettent là où les cahiers sont corrigés, il y a des fautes. Les enfants systématiquement corrigent. Et déjà, j'ai commencé déjà par apporter les nouveaux documents de la classe supérieure aux enfants. Je les mets en contact. Je n'insiste sur rien. Ce n'est pas une pression. Ce n'est pas du tout une pression parce que qu'on veuille ou pas, le travail pédagogique là nécessite un repos mental pour l'apprenant. Voilà. Donc c'est ce repos mental là qu'il faut forger en l'enfant, mais tout en sachant qu'il ne faut pas totalement se débarrasser des documents. D'accord, mais est-ce que finalement il faut faire un planning pour ces vacances? En réalité, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut faire un planning. Si pour les 3 mois, vous pouvez laisser du temps à votre enfant pendant 1 mois. Vous dites bon, pendant ces 1 mois là, vous vous reposez. Vous pouvez même les priver des documents. Vous vous reposez, vous faites tout ce que vous voulez. Et juste 1 mois après, allez, il y a une autre planification concrète qui va commencer. Et ça là également pendant 1 mois. Et à 1 mois maintenant de la rentrée, il faut mettre un peu de la rigueur pour que l'enfant puisse savoir que la classe que je veux aborder cette fois-ci, attention, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas une banalité, afin de se concentrer pour le travail. Je crois que ça va faciliter même les choses. Dès le début des vacances, vous faites le contrat avec la participation même des enfants et tout le monde est informé du programme des vacances et l'enfant sait comment il va se comporter. Et c'est ce qui fait que, à des moments donnés, vous allez voir, nous les enseignants, certains organisent des cours de vacances. Oui, on va en parler. Certains organisent des cours de vacances pour pouvoir aider quand même les enfants. Mais nous-mêmes, on sait comment cela se passe un peu sur le terrain. D'accord, on va parler tout à l'heure des cours de vacances. On parle toujours des enfants en vacances. J'ai une question à poser là-dessus avant qu'on évoque autre aspect de cette émission. Est-ce que c'est toujours bien d'envoyer les enfants chez d'autres parents, chez un frère, chez un oncle ou aller découvrir d'autres réalités pour les vacances ou vous pensez comme certains que ça pourrait perturber l'éducation de l'enfant? Bon, il y a les deux à la fois. Parfois, les enfants ont besoin de changer d'atmosphère, comme on le dit. Oui. Et si l'enfant doit changer d'atmosphère qui va impacter négativement sur l'éducation de cet enfant, il vaut mieux que l'enfant reste avec toi. D'accord. Et tu ménages ton programme autrement pour que l'enfant puisse se débarrasser un peu du contenu de ce qu'il a eu au niveau de l'école au cours de l'année scolaire. Mais si le besoin se fait ressentir, tu peux envoyer les enfants chez un parent, chez un proche, pas nécessairement un parent, chez un proche en qui tu as confiance, voilà, pour que l'enfant quand même puisse se retrouver et un peu libéré de ces 4 coins, du train-train quotidien, de tout ce qu'il a passé comme année scolaire, pour que l'enfant puisse se libérer un peu. Dans le même temps, si tu le prives de ce mouvement ou bien de ce déplacement, toi-même personnellement, parent d'élève que tu es, tu peux t'aménager autrement pour que l'enfant se retrouve quand même à la maison très à l'aise. Tu es disponible, tu es disponible, tu fais le nécessaire. Tu fais le nécessaire. Si c'est abonnement, tu peux leur faire. Non seulement ça, il y a de ces petits jeux qu'on faisait. Les enfants peuvent le faire et parfois tu peux faire sympa dans le quartier avec tes enfants.
Tu peux leur dire, bon, allez-y, bon, nous allons nous promener à pied. Si tu n'as pas un véhicule ou bien une moto, vous allez vous promener. L'essentiel, l'enfant va trouver que il s'est retrouvé vraiment au repos et s'est débarrassé totalement des documents ou bien des choses là qu'il a reçus au cours de l'année. Ça lui permet de bien se préparer pour ça va lui permettre de se préparer. Situation d'école. Et non seulement ça, vous allez voir, si c'est des enfants qui ne sont pas habitués, vous allez voir, dans votre déplacement, l'enfant va vous poser un certain nombre de questions. Ah, telle chose que je vois là-bas, là, papa ou bien maman, ça fait quoi? À quoi ça sert? Ah, vraiment, on est dans quel quartier? Ainsi de suite. Donc, le déplacement, les vacances, ce n'est pas nécessairement quitter Parakou pour Cotonou, mais l'enfant peut être à Parakou et aller en vacances à Parakou. Attends, si l'enfant quitte chez toi, il quitte Wansirou pour aller à Banikani. Il peut même rester quitter Wansirou pour Wansirou. Ah, parce qu'il a quitté sa maison pour une autre maison. Déjà, l'enfant va se familiariser avec les réalités de cette maison et te revenir. D'accord. Donc, en réalité, c'est ça. D'accord. Parlons des cours de vacances, puisque vous avez évoqué le sujet. Je voulais repousser ça un peu vers la fin de l'émission. On rencontre parfois de ces initiatives en période de vacances. Il y a des psychopédagogues qui ne sont pas du tout d'accord, parce qu'on estime que, je l'ai dit tout à l'heure, la période de vacances, c'est une période par excellence de repos et de distraction. Mais qu'on en vienne encore à organiser, proposer des séances de recyclage, des séances pour aider un tant soit peu les apprenants à mieux reprendre l'année scolaire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est superflu? Bon, est-ce que c'est superflu? Non, c'est question de moyens. Ceux qui trouvent que envoyer les enfants au cours de vacances, ce n'est pas normal, allez voir l'organisation à la maison. Peut-être qu'ils ont pris des répétiteurs ou bien ils ont une planification nette pour leurs enfants à la maison. Okay. Et ceux de la basse couche, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être que les cours de vacances sont à 1000 francs, 1500, 2000, c'est à moyen prix pour que l'enfant quand même puisse sortir. C'est à la portée de tout le monde. Ce parent peut donner l'argent pour que son enfant, même si c'est amusement, même si c'est travail, l'enfant puisse sortir au moins de sa maison. Et non seulement ça, moi je connais un ami qui est bien riche et qui est à l'aise, mais quand on dit cours de vacances, il paye toujours pour ses enfants. Et pourquoi? Il dit, mes enfants n'iront pas en vacances. Mais étant donné qu'ils vont sortir de leur maison, aller se défouler là-bas, même s'ils ne font rien, et ils reviennent à la maison, c'est sous l'encadrement, sous le suivi de quelqu'un. C'est une activité. C'est déjà une activité qui permet à l'enfant de sortir de la maison et il les inscrit. L'essentiel est que les enfants puissent se défouler. Mais il faut s'interroger aussi sur la qualité des enseignants qui offrent ces cours-là. Vous savez, parfois, ça ne satisfait pas forcément ce qu'on voit dans les salles de cours de vacances. Oui, parfois, vous allez constater que c'est tout le contraire de la réalité, que un certain nombre d'acteurs impliqués dans ces cours de vacances enseignent aux enfants. Oui. C'est ça qui fait que il y a de repli, ou bien certains sont réticents à envoyer les enfants au cours de vacances. Sinon que c'est bien organisé par moment, ou bien ce qui fait par endroit. Ce qui fait même qu'il y a des politiciens qui s'impliquent, ou bien d'autres structures d'ONG pour dire, bon, nous allons le faire gratuitement à ces enfants pour que ces enfants ne puissent pas abandonner totalement ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, en réalité, les cours de vacances, ce n'est pas si mauvais, mais il est simplement question d'organisation personnelle. D'accord. Avant de parler de lutte syndicale et de faire le point de vos revendications, des acquis de cette lutte, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces apprenants, de ces écoliers qui, en période de vacances, sont appelés à devenir des commerçants ambulants, à se promener peut-être avec des arachides, des oranges, des cannes à sucre? On en a parlé ce matin dans la première partie du Grand Direct de l'information. Qu'est-ce que vous pensez de ces activités-là auxquelles les écoliers sont appelés parfois à s'adonner? Vous savez, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Les parents n'ont pas de moyens et ils se replient. Ou bien peut-être que c'est une bassine d'arachides que la maman vendait, mais étant donné que l'enfant est en vacances, il dit, bon, attention, toi tu vas prendre une boîte ou bien un tongoro pour aller vendre, moi je prends ce qui reste pour aller ailleurs, pour qu'on puisse quand même rationaliser les ressources. Et dans cette situation également, on retrouve des dépravations. Parce que les enfants, je parle surtout de ceux qui sont en âge de puberté, qui ne savent pas trop. Vous allez voir au niveau des ateliers ou bien des maisons en construction, sur les chantiers, parfois c'est de n'importe quoi que les enfants apprennent. Dans leur déplacement là, ils reviennent à la maison avec. L'essentiel c'est quoi? Le parent, en envoyant son enfant, est dans ce qu'on appelle la rationalisation des ressources, mais il n'a pas mal fait, parce qu'il veut toujours l'appui des enfants. Et je l'ai dit déjà au départ,
les enfants à la maison, en vacances, consomment énormément. Donc, c'est une question de planification. Et avec ça, la sortie des enfants de la maison, ça leur permet de se retrouver un peu, quel que soit dans les conditions dans la rue. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Ok. Parce que vous allez voir que ces parents-là laissent les enfants dans la rue et les enfants n'ont pas d'heure de sortie ni d'heure de retour et tout ceci jusqu'à la rentrée. Ou bien on lui dit, bon, l'année scolaire prochaine, tu vas te débrouiller pour t'acheter de kaki. Hein. Bon, c'est une question de moyens. Parce que nous ne voyons pas tous les choses de la même manière. Et la plupart de ces parents n'ont pas les moyens. Est-ce que ça ne développe pas chez les écoliers? Je suis d'accord que ce n'est pas bien parce que ça rentre un peu dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Mais est-ce que ça ne donne pas aux enfants des aptitudes, par exemple, de mercantilisme ou d'autres aptitudes? Oui. C'est une réalité parce que, mais vous allez constater que ce n'est pas seulement pendant les vacances que les enfants la font. Vous allez voir que peut-être l'enfant soit à 17h, il va vendre quelque chose et il va revenir. Mais les mercredis soirs, les samedis et les dimanches, c'est la plupart de ces enfants-là, c'est des activités qu'ils mènent déjà même au cours de l'année scolaire. Et ce qui agit négativement. Ça s'intensifie en vacances. Oui, ça s'intensifie en vacances parce qu'on se dit, bon, l'enfant est totalement libre et il peut vaquer à ces occupations-là pour pouvoir aider la maison. Ce n'est pas souvent très bien. Mais vous pensez que ça impacte négativement les activités scolaires? Ça impacte bon, pas toujours. Ça dépend de l'éducation que l'enfant a reçue. Okay. Ça dépend parce que on apprend déjà à l'enfant sa prise en charge personnelle. Okay. L'enfant déjà commence par développer des mentalités de commerce ou bien ainsi de suite. S'il est vraiment conscient, vous allez voir que ces enfants arrivent toujours à s'en sortir. Ces enfants arrivent toujours. Parce que j'en connais un, par exemple, quand il était à Malanville, l'enfant au CM2, les mercredis soirs, est toujours dans un atelier de mécanique. Okay. Les samedis également dans un atelier de mécanique. Mais à un niveau donné, que l'enfant, après le CEP, étant déjà grand et ne pouvait plus continuer, il a continué à la mécanique parce que l'âge a déjà évolué. Oui. Et les parents également n'avaient pas les moyens pour le supporter. Donc, il y a l'autosuffisance que l'enfant a déjà appris à travers ceci qu'il est en train de mener au cours de l'année scolaire. Ça a été facile pour lui. Ça a été facile pour lui. Mais à 99%, ce n'est pas bien pour les enfants. Atu Akombesi, c'est son nom, c'est l'invité de Terminus de ce lundi matin. Avec lui, on s'intéresse au secteur éducatif, notamment à ce qui se fait actuellement dans les écoles, comment aborder, comment appréhender la période des vacances. On parlera également de la lutte syndicale. Mais avant, vous savez, Terminus, c'est une émission interactive via le 01 44 70 44 44. Vous avez la possibilité de nous appeler, de partager avec nous vos avis, faire des apports ou poser des questions à notre invité, des questions liées bien entendu au sujet de ce jour. Le standard est ouvert à partir de ce moment. 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer en attendant de recevoir le tout premier intervenant qui n'est pas encore en ligne. Atu Akombesi, on va parler maintenant de la lutte syndicale. Le tout premier intervenant est là. Bonjour. Bonjour, Frédéric Chabalot. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. À l'état civil, et moi Jacques Aouaïen, je vous appelle depuis le quartier de la Parapou. Jacques Aouaïen. Oui. Allez, on vous écoute. En un premier temps, je salue votre invité. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'invité. Oui. Effectivement, je voudrais revenir sur la période des vacances. D'accord. Et c'est pour dire que c'est une question de clarification. Et lorsqu'on parle de la période des vacances, bon, si je vais m'accentuer sur le lieu où vont nos possibilités en vacances, il faut que nos parents, il faut que nous sachions où nous envoyons nos enfants. Il ne faut pas envoyer ton enfant n'importe où. Oui. Donc, parlant des cours de vacances, oui. Moi, je vois que les cours de vacances sont... Allô? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Allô? Vous êtes en direct, Jacques Aouaïen. On va passer à un autre intervenant. 01 44 70 44 44 numéro à composer. Jacques Aouaïen est parti sur la pointe des pieds. 01 44 70 44 44. Auditeur au bout du fil, bonjour.
Éminent journaliste, bonjour. Antoine Aromadik depuis le quartier Kérouguéra, Parakou, dans le premier arrondissement. On vous écoute, Antoine Aromadik. Merci beaucoup. Je pense que le directeur présent, les invités, il est à la hauteur de toutes les questions que vous lui posez. Ça nous va droit au cœur, on est content. Alors, moi, je voudrais ajouter quelques préoccupations. Allez-y rapidement. Les vacances, vraiment que nous fassions beaucoup attention. Envoyer nos femmes en liberté et pour nous aider dans les vacances à aller se promener avec tout ce que nous savons, ce n'est pas du tout bien. À cause des petits 300 et 500 francs, les gens vont violer sur la main aux petites filles. Ce n'est pas bien. Et ils auront l'embarras de commettre tout ce qu'on ne veut pas, et ça sera sur le couche à la rentrée. On serait surpris à la rentrée. L'encadrement, comme l'a dit l'autre, il faut savoir où envoyer les enfants en vacances. Il ne faut pas les envoyer d'une manière comme à la rentrée, il faut les débarrasser. Non. Il faut savoir que là où nous envoyons, celui-là, ou bien mon frère, ou bien mon cousin, ou bien mon grand frère, il a la capacité de ces enfants sont à haut niveau. Donc je vais en profiter de quelques mois pour que mes enfants soient plus encadrés. C'est de ça qu'il s'agit. Et les envoyer en vacances pour nous débarrasser n'est pas la bonne manière. Et je remercie l'invité pour dire vraiment, bonne salut et bonne émission. Salut. Nous vous remercions également, Monsieur Aromadik pour 01 44 70 44 44 numéro à composer pour passer en direct sur cette tranche et partager avec nous vos avis. Un intervenant au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, présentez-vous. Monsieur Zachary. Monsieur J'adore Zachary. Allez-y, on vous écoute. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour, mon doyen, comment allez-vous? Oui, ça va. Très bien. On dit souvent, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne Victor Hugo. Oui. Je crois bien que l'éducation, si l'éducation n'existait pas, il va falloir qu'on la crée. Et je crois bien que l'éducation de base, c'est celle de la maison. Oui. Les enseignants en ont déjà fini une partie encore de leur charge. Maintenant, la maison, c'est celle-là qui est très fondamentale. Je vous ai écouté jusqu'à l'heure présente, mais je dis bien que la période des vacances, par le passé, faisait du bien. Les enfants qui avaient des yeux fermés arrivent à s'expérimenter beaucoup. Quand ils reviennent, ils racontent de belles histoires aux parents, et ça amène aux parents de copier également la vie de l'autre si entre-temps cette pratique était la bonne. Malheureusement, l'homme ne fait plus confiance à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, une seule chose est que on cherche l'argent avec l'homme. C'est-à-dire quoi? Au lieu de chercher la solution de réussite avec des stratégies et des travail ardu, comme nous l'avions connu en son temps. Par exemple, moi, pendant la période de vacances, nous, on se jetait au champ. On dormait au champ pendant 2 mois et demi, 3 mois pratiquement. Et puis, quand on revient, le village devient encore un village. Et puis, l'accueil est chaleureux. D'accord. En résumé, il faut comprendre que vraiment, les vacances font du bien. Laisser l'enfant aller en vacances, c'est très bon. Mais comme le monde a changé, cherchons à situer vers qui nous allons envoyer notre enfant. Merci pour votre intervention. Le temps passe, on ne peut pas vous laisser occupé tout le temps restant. Il y a encore bien de choses à dire. Merci pour votre appel, votre préoccupation, sinon votre rapport est bien noté. On va s'en arrêter là pour le moment. 3 intervenants qui résument à peu près ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. C'est pas des préoccupations, c'est des apports. On va donc passer à l'autre préoccupation de cette émission. On va parler de la lutte syndicale. Et bien entendu, au début, je l'annonçais, je suis en studio avec un instituteur, mais également un responsable syndical, un leader du monde syndical, le syndicat national des enseignants engagés pour une relève de qualité au Bénin. C'est bien cela, votre syndicat? Oui, c'est SYNERC Bénin. Comment ça va au sein de votre syndicat? Bon, au sein de SYNERC Bénin, tout n'est pas toujours rose, mais ça va. D'accord. L'année scolaire est en train de prendre fin. Au cours de cette année, vous avez forcément eu des revendications en tant que responsable syndical avec vos autres collègues. Quelles sont ces revendications essentielles que vous avez soumises au gouvernement cette année?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, comme je l'avais dit à l'entame, c'est Arthur Akrombessi, secrétaire général national de Synerc Bénin, un syndicat de l'Alliance Aube Nouvelle, actuellement en activité dans le MAMP. D'accord. Et vous savez, la première et la plus grande revendication aujourd'hui des enseignants, c'est le reversement des AME. Et je crois que le gouvernement est en train de donner sa parole. Le gouvernement donne sa parole, même si nous n'avons pas encore vu du concret. Et également la sortie des actes de reversement en APE des enseignants de la promotion 2008, qui est en attente. Je crois que nous avons beaucoup débattu de ça. Et les actes de reversement en APE ont commencé par sortir. De la promotion 2007 également. Aujourd'hui, il est question des doyens qui sont les B1-11, B1-12, de la catégorisation. Je crois que nous avons discuté également de ça. Et à un moment donné, on a fait, et l'État a demandé un recensement de ces doyens-là, de ces personnels enseignants en activité dans le MAMP. Et je crois que les dossiers suivent son cours normal. Autre revendication qui n'est pas encore à 100% satisfaite plutôt, c'est la sortie des actes. Vous allez voir qu'à un moment donné, les actes sortaient à foison, même si l'application n'est pas encore, le décret d'application et de paiement n'est pas encore authentifié. Il y a également cela qui est un pari gagné. Ce qui nous reste, l'essentiel aujourd'hui et de la lutte syndicale, c'est le reversement des AME en ACDPE, tout au moins. Parce que si ça l'a fait, vous allez voir que les AME aujourd'hui constituent la couche la plus vulnérable. Et l'effectif, c'est une catégorie d'enseignants qui est très nombreux. Oui. Et nous luttons pour leur reversement aujourd'hui. Près de 40 000 AME sont recrutés, selon le point fait par le porte-parole la dernière fois. Oui. Mais le gouvernement, comme je l'ai dit, est en train de donner parole. Et nous savons, nous croyons, nous comptons sur le gouvernement, sur ce reversement. Mais, comme on le dit, nous ne sommes pas des Saint Thomas, mais on croit bien à ça. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que au cours de cette année scolaire, la majorité des revendications ont été prises en compte par l'exécutif béninois? Non, on ne peut pas dire que la majorité, parce que si c'est concernant les enseignants à nous, on croit que ce n'est pas seulement l'enseignement. Okay. Il y a plusieurs catégories de fonctions. D'accord. Et au niveau de l'enseignement, je dirais que ce n'est pas mal, ce n'est pas si mauvais. Mais au niveau de façon sociale et de façon générale, il y a des actes que tous autant que nous refusons, il y a de répression, il y a ci et ça, que nous n'avons pas, que nous n'apprécions pas du tout. Et même, un des secrétaires généraux plutôt l'a dit à l'OIT, et je crois que le gouvernement a pris bonne note pour que ces différentes situations ne nous arrivent plus. D'accord. Si je dois toujours résumer, c'est que sur le plan éducatif, il y a quand même des avancées. Il y a eu des avancées parce qu'on travaille en pourparlers. Oui, mais sur le plan socio-économique, il reste à dire. Il reste beaucoup à faire. Toujours est-il que ce n'est pas encore satisfaisant. C'est pas satisfaisant, mais nous implorons l'indulgence du gouvernement, qui n'est pas un gouvernement sourd parce qu'il entend, ils écoutent tout ce que nous disons. Je crois que ils sont en train de mettre les bûchers doubles pour que un certain nombre de situations soient résolues et définitivement. D'accord. Puisque vous accordez ce crédit-là au gouvernement, j'ai envie de vous demander comment vous arrivez aujourd'hui à négocier avec le gouvernement et à avoir gain de cause avec cet encadrement du droit de grève, avec les nouveautés dans le secteur syndical. Bon, en réalité, comme on le dit, le nouveau credo aujourd'hui, le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas du bruit. Ah oui. Nous négocions et beaucoup de choses passent. Seulement que les gens sont réticents aujourd'hui parce que ils ne nous voient plus et en habit rouge, toujours en train de crier avec des banderoles. Mais même vous allez constater que les AME entre-temps ont fait un mouvement de grève, mais de grève sur place. En temps, ils ont porté des banderoles sur place et toujours à leur lieu de travail, mais ils se sont manifestés. C'est également d'autres moyens. Donc cela ne veut pas dire que les grèves ou bien les manifestations ont cessé. Mais nous avons changé de fusil d'épaule. Comme de l'autre côté aussi, les données ont changé. Nous aussi, nous avons changé les données. Et nous travaillons. Et nous revendiquons toujours. Ma préoccupation, elle est celle-ci à Arthur Akrombessi. Est-ce que
cette période, cette nouvelle stratégie de lutte syndicale comparée à l'ancienne, où il y avait des grèves perlées, où, je veux dire, l'année scolaire pouvait virer vers la couleur blanche et tout. Est-ce que vous pensez que c'est plus efficace la stratégie nouvelle ou l'ancienne stratégie? Je ne dirais pas que c'est plus efficace, je ne dirais pas que c'est moins efficace également. Parce que à chaque problème ou bien à chaque difficulté en face, il faut trouver des stratégies pour pouvoir mener également les données. Et vous allez voir, vous allez constater que dans le monde entier aujourd'hui, les sorties, les marches intensifiées et autres, là, vous allez constater que ça c'est réduit considérablement, même dans le monde entier. Je ne dirais pas seulement au Bénin. Okay. Parce que, qu'on veuille ou pas, les données ont changé et partout. Et étant donné qu'il y a autre intelligence qui est en train d'être menée ou bien de prendre place, nous aussi, nous avons trouvé d'autres méthodes. Ce qui fait que les revendications, les négociations continuent toujours, même si à un moment donné, il y a une partie qui prend position pour dire, bon, telle chose, je ne le fais pas pour vous, telle chose, je ne le fais pas pour vous. Les négociations continuent toujours. D'accord. Puisque les négociations se poursuivent, à quoi doit-on s'en tenir désormais? Bon, la lutte syndicale n'est jamais morte. Et nous sommes toujours appelés, même si ce n'est plus intensifié comme avant. Nous sommes toujours appelés et à des moments donnés, c'est pas tout le temps, hein, à des moments donnés pour les négociations. Ça fait que vous allez voir que même déjà le calendrier scolaire 2025-2026 est déjà sorti. Oui. Je crois que ça, c'est à l'actif des différents ministres de l'enseignement. Oui. Je crois que et déjà autre planification au niveau du membre, plusieurs autres planifications au niveau du membre sont déjà disponibles, ou journée de réflexion, etc., etc. Je ne dirai pas tout, mais je crois que les dispositions sont en train d'être prises. Cela ne veut pas dire que tout ce que le ministre Salimane Karim fait, c'est du rose. Non. Parce que si vous trouvez que ce que le responsable fait, c'est tout rose, ça veut dire que vous ne voulez pas avancer. Ok. Non. Donc, il faut trouver les insuffisances, les limites. Et c'est les insuffisances qui vont vous permettre d'avancer. Nous, au niveau de l'enseignement, non seulement les actes sont sortis, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait application dans un bref délai et que les rappels accompagnent pour un certain nombre de personnes. Et vous allez voir que déjà, il y a la liste des retraitables pour l'année scolaire prochaine qui est déjà sortie. Donc, les parents sont en train ces doyens-là également sont en train de prendre déjà les dispositions. Et je crois que je ne suis pas en train de donner de satisfaction au ministre de l'enseignement maternel et primaire, mais je crois que de façon globale, ce n'est pas mauvais, mais il reste beaucoup à faire. D'accord. Le sous-secteur de l'enseignement primaire à Parakou, comment il se porte? Comment est-ce que vous appréciez la gestion de Dr Iwi Kotan, qui est le DEDAM, puisque vous êtes responsable syndical? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je passe également par ce canal pour saluer le Dr Iwi Kotan, DEDAM Borgou, qui a compris, qui travaille avec les partenaires sociaux, qui travaille avec tout le monde sur le terrain, et je crois que le travail marche. Ce qui ne va pas aujourd'hui au niveau, je crois que ceci serait également au niveau national ou bien au niveau des autres départements. Vous allez constater que les écoles n'ont pas de mobilier. Il n'y a pas de mobilier. Il y a des écoles où les enfants, en pleine ville, Parakou là, des enfants sont assis sur des briques. Oui. Et je crois que... Ou à même le sol. Ou à même le sol. Dans certaines écoles, dans la ville là, je dis bien Parakou. Oui, Fraternité FM a fait la dernière fois le constat à l'EPP Tignan. C'est un constat quelque peu alarmant. Oui, et il y a aussi dans des écoles où il y a des murs qui pendent et autres. Je crois que nous travaillons en collaboration avec le directeur départemental et la mairie de Parakou, et ils ont promis que les dispositions sont en train d'être prises pour qu'à la rentrée prochaine, tout ceci soit banni. D'accord. Et je crois également qu'il faut féliciter beaucoup le docteur Ikotan parce que il est en train de mettre les bûchers doubles, et au niveau de sous-secteur l'enseignement maternel primaire dans le Borgou, je crois que tout n'est pas rose, mais c'est pas mauvais. Ouais. Ça va. Sa rigueur décriée au début commence par payer. Bon, au fait, ce n'est pas une rigueur, mais quand tu ne connais pas l'individu, tu peux le prêter de toute intention. D'accord. Donc, ce n'est pas une rigueur, peut-être sa méthode de faire qui n'était pas les mêmes méthodes que l'ancien.
c'est peut-être ça a bousculé un peu les ça a habitudes. bousculé, et qu'on veuille ou pas, quel que soit le responsable qu'on nomme à un niveau donné, on le désapprécie d'abord parce que vous ne le connaissez pas, et c'est à la longue que vous allez commencer par le connaître, et il y aura échange, un dialogue parfait. D'accord, on a pratiquement 2 ou 3 minutes pour terminer cette émission. Atu Akrombessi, vous êtes fortement impliqué dans le système éducatif et au niveau du sous-secteur de l'enseignement primaire, vous avez suivi le déroulement de l'examen du CEPE. La phase de correction est terminée, les copies ont été appréciées. Dans quelques jours, les candidats seront situés sur leur sort. Qu'est-ce que vous espérez? Bon, de façon générale, de façon globale, je crois que le CEP cette année va donner un bon résultat. Oui. Par anticipation, hein, parce que nous avons les données, nous avons quelques données au niveau national. On a vu les copies qui sont appréciées, on a de ces informations-là. Et le CEP va donner un bon résultat, étant donné que, par anticipation, le ministre des enseignements maternels et primaires, avec les partenaires sociaux, ont pris un certain nombre de dispositions. Vous allez voir des cahiers d'activité, c'est du jamais vu, c'est la première fois. Des cahiers d'activité sont distribués à tous les enfants du CM2, privés comme publics. Oui. Et tous ces enfants ont travaillé dans ces activités, ils ont mené les activités jusqu'à la fin de l'année, et je crois que ça a renforcé leur capacité. Il y a les inspecteurs à la retraite qui sont envoyés également sur le terrain pour renforcer, pour suivre les camarades directeurs, les enseignants, les collègues qui sont au CM2. Et je crois que avec tout ce qui a observé, je crois que le résultat, je ne sais pas, je suis pas dans les secrets des choses, mais le résultat ne sera pas mauvais au niveau national. Surtout de mon département où j'habite, ou bien je travaille actuellement, le Borgou également. Vous allez voir que le résultat va changer au niveau national. On croise les doigts. Mais pour les candidats qui vont pas pouvoir tirer leur épingle du jeu. Bon, et si nous ne pouvons pas dire que le résultat sera 100%, si un examen qui a donné un résultat de 100%, un examen national, un résultat de 100%, étant donné que nous connaissons le niveau des enfants, je dirais qu'en ce moment, on va dire que c'est un faux résultat. Oui, parce que nous connaissons nos apprenants. Je crois que les résultats ne seront pas 100%, mais ça va beaucoup avancer. Donc, ces enfants, bon, et malgré ça, il y a des enfants sur lesquels vous ne comptez pas, hein, qui donnent un bon résultat, et par la longue, vous allez voir que ça s'améliore. Ce qui est sûr, ceux qui ne vont pas arriver à sortir leur épingle du jeu vont reprendre les classes l'année prochaine, et avec un renforcement, parce que, qu'on veuille ou pas, ils ont fait, je dirais, 9 mois de cours de vacances, et ils sont déjà aguerris, prêts pour affronter l'année scolaire prochaine. Dernière question pour le compte de cette émission. Selon vous, le CEP a toujours de valeur au Bénin? Bon, le CEP a toujours de valeur parce que toujours est-il qu'on recrute également avec le CEP. On recrute avec le CEP, ça veut dire que le CEP a toujours sa valeur. Même simple gardien aujourd'hui, on te dit si tu n'as pas le CEP, il faut le minimum également. Et le CEP a toujours sa valeur parce que ce n'est pas nécessaire pour aller travailler. Parce que si tu arrives au moins à venir jusqu'au CM2 à passer un examen, tu es couturier, tu arriveras quand même à lire 1 mètre, 2 mètres, etc. Merci Atu Akrombessi, et voilà. Merci Terminus, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis tout au long de cette émission dédiée à la fin de l'année scolaire dans nos écoles primaires publiques. Nous avons parlé de la réalité sur le terrain, des préparatifs pour les vacances et bien sûr du bilan syndical de l'année avec ses enjeux, ses avancées et ses défis. Un grand merci à notre invité, monsieur Atu Akrombessi. Il est instituteur, je le disais, également responsable syndical. On le remercie pour sa disponibilité et ses éclairages très concrets. Merci aussi à vous, auditrices et auditeurs, pour vos réactions, vos messages, vos questions. Terminus, c'est votre espace et vous le faites vivre chaque jour. On se retrouve donc demain, même heure, même antenne, pour une nouvelle émission. Je suis Ulrich Chabalo. En attendant de se retrouver demain, restez connectés sur notre radio. L'info continue et l'animation également. Fraternité FM, la 96.5.